Bonsoir Pierre Moscovici. Bonsoir, M. Duhamel. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. Vous êtes le premier président de la Cour des comptes, ancien ministre de l'économie et des finances, ancien commissaire européen aussi. Je voudrais commencer avec les déclarations du ministre du Budget qui datent d'aujourd'hui. Le déficit public risque de dépasser les 6% du PIB, c'est-à-dire ce qu'on produit chaque année en 2024. L'État est en faillite ? En faillite, non. La France est un pays solide, sa dette se place sur les marchés, elle trouve preneur. Le problème, c'est à quel prix ? Car la question est la suivante, c'est au fond, plus nous nous endettons, plus la charge de la dette, c'est-à-dire le remboursement annuel de la dette augmente. Cher, hein. C'était 25 milliards en 2021, c'est 50 milliards aujourd'hui, ce sera peut-être 90 milliards au train où on va en 2027. Et quand on a ça, d'une part, on ne peut pas investir dans quoi que ce soit, et deuxièmement, le prix, le taux d'intérêt augmenté. Et ce que j'observe, moi, c'est que nos spreads, notre taux d'intérêt aujourd'hui, il est égal à celui de l'Espagne. Spread, pour nous regarder, c'est la différence du taux d'intérêt entre... Le taux d'intérêt lui-même, il est égal à celui de l'Espagne. Ouais. Il est très supérieur à celui du Portugal. Deux pays auxquels on ne donnait pas, jusqu'à présent, une note formidable. Il s'est accru à 80 points de base, 0,8 points de taux d'intérêt par rapport à l'Allemagne. Les investisseurs sont inquiets. Il a doublé par rapport à la dissolution, ce qui veut dire que oui, il y a une inquiétude, un regard sur la dette française, et on doit absolument maintenant montrer des signes de crédibilité. Barnier disait l'autre jour, il faut rester crédible aux yeux des marchés. Là, il a raison, car si jamais on se mettait à douter de la qualité de la signature française, à ce moment-là, ces spreads augmenteraient. Et donc, il y ce qui aurait veut un dire risque le coût. Non, c'est pas une question de risque, c'est que le coût de nos emprunts augmenterait, et donc le coût des investissements augmenterait, et le coût de la consommation, in fine. Nous ne devons pas décrocher sur ce terrain-là, et donc le prochain budget est un budget difficile, très difficile. Le plus difficile de la Ve République. Probablement, parce que 6% c'est énorme, c'est la deuxième année en plus que le dérapage est considérable. Vous dites plus de 6%, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est tout simplement 2 fois de plus que ce que nous devrions faire en théorie en 2027, que nous ne pouvons évidemment plus faire. C'est énorme parce que la charge de la dette aura quadruplé en 6 ans, et c'est énorme, oui, je le dis, et donc il faut vraiment maintenant marquer un point d'arrêt, un point d'inflexion, réduire le déficit et maîtriser notre dette, parce que sinon, en effet, on va porter un regard suspicieux sur la qualité de notre signature, et ça aura un impact sur l'économie réelle. Et on va rentrer dans le détail sur les possibilités pour précisément réduire ce déficit. Juste d'un mot, quand vous avez entendu le nouveau ministre Antoine Armand dire à la passation, je cite, « Je mesure la chance d'hériter d'un tel bilan économique en regardant Bruno Le Maire », vous avez eu envie de rire ou de pleurer ? Non, mais ça, j'ai pas du tout à commenter, ça c'est leur affaire. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en matière de finances publiques, pour le coup, les 2 dernières années et demie n'ont pas été celles de l'arrêt du quoi qu'il en coûte, n'ont pas été celles de la maîtrise de l'endettement, mais ont été au contraire celles d'un dérapage des finances publiques considérable, je le répète, énorme, qui nous amène à une dette qui est certes soutenable, mais qui devient trop chère et qu'on doit vraiment maintenant maîtriser. De ce point de vue-là, quand Bruno Le Maire s'en va en disant il faut faire 3% en 2007, c'est pas un cadeau. Parce que faire 3% en 2007, s'il avait dit ça en 2022, on pouvait le faire. Mais en 2024, en partant de 6%... Impossible. D'une part, c'est impossible, d'autre part, c'est pas souhaitable. Parce que, vous savez, ça veut dire économiser quelques 40 milliards d'euros par an. Et si on fait ça, alors c'est quand même de l'argent qu'on retire de la croissance française, et c'est très mauvais pour l'économie. Donc, il faut étaler... J'allais dire malheureusement, j'ai été ministre des Finances, j'étais commissaire européen, je suis au regret de le dire, comme président de la Cour des comptes, 3% en 2027, non, il faut gagner du temps, mais pour gagner du temps, il faut aussi, en contrepartie, faire des vrais efforts et prendre des vraies mesures. Justement, avant de parler de ces mesures, d'un mot sur le timing. Le ministre du Budget a dit on présentera le budget dans 2 semaines. Il faut dire, c'est la loi, le budget doit vous être transmis en tant que président du Haut Conseil aux finances publiques. Vous vous impatientez ou pas ? Non, mais j'ai échangé avec le ministre, j'ai échangé avec le Premier ministre sur ces sujets-là, j'ai donné les dates. Il y a du retard. Ah, de toute façon, il y a du retard, parce que ça devait être le 2 octobre, et je leur ai dit qu'en gros, en théorie, il faudrait que ce soit le 27 septembre. C'est encore acceptable le 30 septembre. Je crois savoir que nous le recevrons le 30 septembre. Il va falloir qu'on travaille vite et qu'on travaille bien. Et j'espère que ce sera un document convaincant pour que notre avis puisse être positif. Le ministre du Budget a dit cet après-midi qu'il fallait prioritairement baisser les dépenses publiques, tout en n'excluant pas la possibilité de recourir à la fiscalité dans le cadre d'une justice fiscale. Est-ce que ça, ce cadre, c'est-à-dire priorité à la baisse de la dépense tout en n'excluant pas le levier fiscal, est-ce que c'est le bon cap ? Alors, tout est question de mesure et tout est question d'équilibre. Oui, sans aucun doute, la première chose à faire, c'est d'économiser sur la dépense. Et je veux rassurer ceux qui nous écoutent, économiser sur les dépenses publiques, c'est pas faire de l'austérité. Nous avons la dépense publique la plus élevée d'Europe, une des plus élevées du monde, 57% de la dépense publique dans le PIB. Et il y a toute une série de gisements d'économies. Si on les trouve,
on pourra le faire sans affaiblir la qualité du service public. Parfois même en la renforçant. Parce qu'il faut transformer nos services publics. Ceux qui nous écoutent savent bien quand même qu'il y a du gras et du mauvais gras. Et c'est à ça qu'il faut toucher, pas aux muscles. Et ça, c'est très important, et notamment à la croissance. Alors oui, c'est par là qu'il faut commencer. Mais en effet, il ne faut pas exclure le levier fiscal. Et après, vous savez, c'est le coup du pâté d'alouette. Il faudra quand même faire quelque chose sur la fiscalité. Oui, mais quoi? Parce qu'on entend quelque chose quand on écoute Michel Barnier. La question, c'est est-ce qu'on fait 3/4 d'économie et 1/4 de fiscalité? Ce que dit François Villeroy de Galhau, le ou 2 tiers, 1 tiers, ce que disent d'autres, ou bien 90-10. 90-10, c'est trop peu sans doute. 3/4, 1/4, c'est déjà mieux. 3/4, 1/4. Donc il faut quand même une part significative, me semble-t-il, de fiscalité. Pourquoi? Parce que les Français ressentent une injustice, parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a besoin d'une forme de solidarité, et parce que, pour le coup, il ne faut pas non plus trop freiner sur la dépense. Sur la question des impôts, là, je pense à ceux qui nous regardent et qui entendent peut-être avec inquiétude cette possibilité, le gel du barème de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire les 5 tranches de l'impôt qui seraient gelées et qui donc aboutiraient à ce que mécaniquement, certains contribuables, ceux qui sont assujettis à l'impôt, passent à la tranche d'au-dessus et donc payent plus d'impôts. Est-ce que ça fait partie des leviers qui pourraient être utilisés? Écoutez, moi, je ne suis pas au gouvernement. Non, mais... Je ne le regrette pas. Oui, on imagine dans le moment. Chacun sa croix. Et je suis très heureux à la Cour des comptes. Je jouerai mon rôle. Donc, ce n'est pas à moi de faire les propositions à la part des autres. Mais je vais prendre une mesure un peu différente. Vous savez que Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, 2 économistes, avaient fait un rapport sur la transition écologique. Ils avaient proposé une contribution exceptionnelle sur les plus hautes fortunes pour financer la transition écologique, et en l'occurrence pour réduire la dette écologique et dite financière. Voilà le type de mesure qu'on pourrait tout à fait étudier. J'ai noté que certains patrons disent oui. J'ai noté que le MEDEF lui-même est ouvert au dialogue. Donc ça veut dire que, voilà, par exemple, augmenter l'impôt sur les sociétés pour les plus grandes entreprises Ce n'est pas à moi de le dire. Encore une fois, c'est au gouvernement de faire ses propositions. Je pense simplement qu'il y a ce besoin, qui est un besoin en effet de justice fiscale, mais aussi un besoin de rendement, et qu'il faut prendre ça en compte dans l'équation. C'est-à-dire, oui, principalement sur la dépense, mais pas tout sur la dépense, et garder quand même une dépense qui permettent d'avoir du muscle pour l'économie française, notamment en matière d'investissement, et d'investissement en particulier dans la transition écologique. Évidemment, vous ne pouvez pas dire telle ou telle solution est la bonne puisque vous n'êtes pas au gouvernement, mais vous avez été ministre d'un président de la République, François Hollande, qui lui-même, c'était avant qu'il devienne président, avait dit on est riche à partir de 4 000 euros. Non. Je n'ai jamais pensé qu'on était riche à partir de 4 000 euros. Non, mais la question que peuvent se poser ceux qui nous regardent, quand ils entendent Michel Barnier ou d'autres dire on va augmenter les impôts des plus riches, de se dire mais au fond on va finir par être concerné. Vous auriez pu rappeler que comme ministre, j'avais parlé du ras-le-bol fiscal. Absolument. Et je pensais justement à ceux qui, dans les classes moyennes, dans les couches populaires, à ceux qui travaillent, chaque fois qu'on parle impôt, ils se disent ok, on dit qu'on va taper les riches, mais c'est sur moi. Ça va commencer par les riches et ensuite ça va être pour moi. Voilà, absolument. Donc il faut être extrêmement clair. C'est pour ça que, par exemple, sur le barème sur l'impôt du revenu, on fait ce qu'on veut, mais à l'époque, quelqu'un avait annoncé, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, 90% des Français ne seront pas concernés par le geste fiscal. D'abord, ce n'était pas tout à fait vrai. Ensuite, ça n'avait pas été vécu comme ça. C'est pour ça que j'évoque l'idée d'une contribution exceptionnelle, parce que celle-ci, elle est quand même assez bien découpée. C'est pas vous, c'est pas moi, vous soyez très très bien payé à BFM, qui seront assujettis à cette taxe-là. Donc il vaut mieux éviter le gel du barème de l'impôt sur le... Je dirais que du point de vue de la perception politique, le risque que vous soulevez est quand même plus important avec le gel du barème de l'impôt sur le revenu qu'avec une contribution exceptionnelle. Pierre Moscovici, un dernier mot. Je disais, vous avez été ministre de l'économie et des finances. Vous êtes donc un prédécesseur d'Antoine Armand, l'actuel ministre qui s'est fait clairement recadrer par le Premier ministre hier après avoir exclu le Rassemblement national de l'arc républicain. Michel Barnier qui a carrément appelé Marine Le Pen pour clarifier les choses. Alors bien sûr, vous avez un devoir de réserve, vous êtes président de la Cour des comptes, mais si ça vous était arrivé comme ministre de l'économie et des finances, est-ce que vous aussi vous auriez dit non, l'arc républicain, on ne parle pas aux députés du Rassemblement national, ou est-ce que... je suis président de la Cour des comptes. Oui. Chaque année, je rencontre les présidents de groupe. Et je rencontre tous les présidents de groupe. Y compris du Rassemblement national. Y compris du Rassemblement national. Et il ne vous aura pas échappé que, s'agissant du Rassemblement national, la présidente du groupe à l'Assemblée nationale s'appelle Marine Le Pen. Donc je la rencontre. C'est une rencontre courtoise et fonctionnelle. Bon, et donc, dire qu'on ne parle pas avec eux quand on parle de loi de finances, c'est pas juste. Il faut le faire. Après, ce qu'a dit sur le fond Antoine Armand n'est pas faux. Il y a eu un front républicain. C'est ce front républicain qui a fait élire de très nombreux députés, des députés de toute couleur politique sauf le Rassemblement national, et il ne faut pas non plus l'oublier. Est-ce que, du coup, il faut faire du zèle avec Marine Le Pen? Ça, c'est une question sur laquelle je ne me prononcerai pas. Vous voyez, là aussi, tout est question d'équilibre. Oui. Mais le Front républicain existe, le Rassemblement national est un parti représenté à l'Assemblée nationale. Mais c'est intéressant, vous utilisez de vous-même l'expression « faut-il faire du zèle » avec Marine Le Pen. Vous êtes un homme de gauche, même si vous avez ce devoir de réserve lié à votre fonction. Est-ce que quand un Premier ministre, issu d'une situation où il y a eu ce Front républicain, appelle Marine Le Pen
pour s'assurer auprès d'elle qu'elle n'est pas mal perçue, ce qui a été dit par un de ses ministres, et pour éviter d'être censurée. Est-ce que, démocratiquement parlant, je parle des grands principes, est-ce que ça pose un problème? Écoutez, là, vraiment, je fais plus de politique et je veux pas commenter ce geste de Michel Barnier. Chacun a sa sensibilité. Oui. J'ai bien dit ce que j'ai dit. Je pense que le zèle n'est pas tout à fait nécessaire. Et s'il l'a fait, c'est qu'il s'y sentait d'une certaine façon contraint par la situation. Il l'a sûrement pas fait par plaisir. Merci beaucoup, Merci à vous. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Et je retiens donc cet avertissement suite à ce que dit le ministre du Budget. Le déficit est énorme, plus de 6%, et il va falloir prendre des mesures pour y remédier. Merci beaucoup d'avoir été Merci à l'invité de Tout le monde veut savoir.